Bonjour Benoît. Bonjour. Tu veux bien te présenter un petit peu pour nous dire qui tu es? Bien sûr. Alors je m'appelle Benoît, j'ai 35 ans maintenant. Je suis parti... En fait, j'ai pas envie de parler de ça. Qu'est-ce que je peux te dire? Tu vas parler de ton voyage. Si, j'ai envie de parler de mon voyage, mais... Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir voyager? Là, c'est un truc marrant en fait, c'est que j'étais en train de repenser à comment un truc complètement surréaliste, dans mon rêve d'enfant en fait, avait pu devenir réalité. Et ça s'est présenté de façon assez étrange en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai envie de voyager. Je me souviens, mes parents m'avaient offert une map monde et je passais mon temps à regarder et imaginer qu'est-ce que ça pourrait être de vivre dans ce pays, etc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours laissé comme un fantasme dans ma tête en fait. J'aimais l'idée de voyager, mais concrètement dans ma vie réelle, je le faisais pas vraiment. Et puis j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel après un bon paquet d'années de dépression en fait. Et on m'a proposé un exercice qui m'a chamboulé en fait. C'était l'exercice du 5 ans, 3 ans, 1 an, où tu rêves ta vie à 5 ans, 3 ans, 1 an. Et en fait, je sais pertinemment que si j'avais rêvé ma vie dans l'autre sens, j'aurais pas inclus le voyage dans cette projection-là en fait. Et ce que je projetais à 5 ans, ça faisait cohérence par rapport à mes valeurs, mes envies du moment. J'ai envie d'intégrer une communauté, de proposer des soins énergétiques, des massages. J'ai envie de proposer une connexion à la vie aussi par le biais de la permaculture, où les gens retrouvent une alimentation saine, donc ils prennent soin de leur physique, prennent soin de leur mental par le biais de tout un tas de pratiques, la méditation, etc. Et donc ça, j'arrivais à le visualiser, mais pour moi, le voyage, il n'était pas inclus là-dedans en fait. Et quand je regarde à 5 ans et que je me retourne en arrière et que je dis 2 ans avant ma vie elle était comment, là quand j'ai écrit, j'avais vraiment lâché le mental à ce moment-là, et là je suis en train de voyager en Inde et ça fait tant de temps que je voyage et je rencontre les gens comme ça, je dis qu'est-ce que je suis en train d'écrire? C'est complètement fou. Et ça faisait vraiment pas sens, mais j'ai continué l'exercice. Et donc on revient en arrière. Et 2 ans avant, ta vie elle était comment? Et donc là j'ai décrit ma vie à 1 an au final par rapport à là où j'en étais. Et j'écrivais que j'étais passé à... J'avais mis à mi-temps à l'époque. Et j'étais passé à mi-temps pour pouvoir faire des formations, préparer mon voyage. Et quand j'ai eu fini l'exercice, je me suis dit mais il est bizarre cet exercice. J'ai un peu écrit n'importe quoi là, c'est pas très crédible. Et au final, en 1 an, sans même avoir vraiment repensé à cet exercice trop souvent, j'ai fait des petites actions, les unes après les autres, qui m'ont mené assez rapidement à me rendre compte que ma vie, elle me convenait pas, et que du coup, si je bouge pas, je vais partir dans le mur, je me visualisais pas passer 30 ou 40 ans à travailler encore dans l'informatique. Et donc, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, écoute, là, moi, travailler à plein temps, ça me convient plus. J'aimerais passer au moins au 3/5e, et conjonction de bons événements, ça a pu se faire. Pour moi c'était impossible, mais voilà, j'y suis pas allé au bluff, je sais pas bluffer. Et du coup j'ai obtenu le 3/5e qui m'a permis effectivement de dégager du temps pour préparer le voyage et faire toutes les formations que je rêvais de faire en me disant de toute façon j'aurais pas le temps, j'aurais pas l'argent. Pouf, l'univers a conspiré à ce que ça se fasse. Et du coup voilà, ça m'a pris 1 an pour structurer un petit peu ce que j'avais envie de faire en voyage, les pays où j'avais envie d'aller, préparer les visas, et aussi voir qu'est-ce que j'avais envie de m'offrir comme expérience. Parce que j'ai rencontré plein de voyageurs qui sont revenus de 20 ou 30 ans de voyage à raison de 1 ou 2 mois par an, ou des gens qui sont partis faire le tour du monde pendant plusieurs années, et qui revenaient avec beaucoup de joie,
Ils ont vu des endroits fantastiques, ils ont pris les plus belles photos inimaginables. Mais il y avait une frustration chez ces gens-là en fait. C'était de ne pas avoir rencontré plus les gens. Et moi, je voulais pas passer à côté des gens en fait. Et puis tout le travail que j'avais fait en développement personnel m'avait fait prendre conscience que je me sentais pas heureux, je me sentais pas libre, parce que j'étais pas responsable et que j'osais pas faire face à mes peurs. Je m'étais vraiment rendu compte que c'était mes peurs qui me bloquaient. Je me suis dit, bah, tu fais ton voyage, tu réalises tes rêves, mais en même temps tu fais face à tes peurs. Et donc j'ai commencé à lister les peurs que j'avais. Donc il y avait peur d'être seul, peur de ne pas pouvoir contacter des gens en cas de problème, peur de manquer d'argent pour vivre. Et l'idée un peu folle a germé de dire bah, je voyage sans téléphone. Donc ça pour moi c'était pas un gros challenge. J'avais pas de téléphone portable déjà à l'époque. Mais voyager sans argent, ça c'était... Difficile. Ouais, c'était très difficile, très challengeant. Vraiment très challengeant. Mais quand tu dis sans argent, c'est-à-dire, est-ce que tu avais tes billets d'avion? Alors, j'avais payé les premiers billets d'avion, j'avais mes cartes bancaires. Donc en réalité, j'ai toujours eu une sécurité. J'avais ces cartes bancaires pour payer les billets d'avion et pour payer les visas. Parce que c'était super important pour moi de jouer dans un cadre réglementaire qui tenait la route. Je voulais pas me faire jeter d'un pays parce que j'avais outrepassé certaines règles. D'accord. Voilà. Et du coup, ça s'est bien passé. Même en Népal, j'ai fait du stop avec la police, ils m'ont invité à dormir au commissariat. Enfin, ça se passait très très bien. Donc j'avais cette sécurité-là, mais en même temps, j'avais une ferme détermination de ne pas utiliser de l'argent pour me sortir de difficultés, alors que je pouvais aller demander de l'aide aux gens, je pouvais aller proposer de faire des échanges, etc. Et pour moi, ne pas utiliser d'argent, c'était très très challengeant. J'ai commencé à en parler un petit peu aux gens autour de moi, et j'en ai parlé à un ami qui s'appelle Rémi, et il me dit « Ah bah, je suis sûr qu'il y a une émission qui te plairait bien, c'est Nu et culotté. » Et genre, 3 ou 4 jours avant de partir en voyage, j'ai regardé un épisode de Hans Mutz. Et en fait, bah, j'ai enquillé les 2 saisons qu'ils avaient proposées à l'époque déjà. Et ça a ouvert une case dans ma tête. Punaise, c'est possible. Et à partir de là, bah, je suis parti de chez mes parents, en stop. Et voilà, j'ai commencé mon voyage comme ça, en partant, en cheminant un petit peu en France. Après, j'ai bien galéré pour aller en Angleterre et de proche en proche, comme ça, j'ai fait un voyage de 2 ans sans utiliser d'argent quasiment. C'est-à-dire que j'ai quand même 2-3 périodes où il était temps de prendre soin de moi. J'étais allé un petit peu trop loin dans le dépassement de moi-même, dans le dépassement des peurs. Physiologiquement, c'était assez intense. Mais c'était tellement plein de beaux cadeaux. Ok, donc du coup, pendant 2 ans, tu as mangé chez les gens, tu as demandé comment ça... C'est ça. Tu as fait comment? Bah, c'était assez simple. J'avais une tente pour bah, les 4 coups durs où j'arrivais pas à trouver d'endroit et les moments où j'avais vraiment besoin de me retrouver seul dans la nature. Parce que c'est assez important aussi de pouvoir se retrouver seul de temps en temps. Et le reste du temps, en fait, je passais des fois plusieurs heures à aller toquer aux portes des gens pour avoir le logement, pour avoir un petit peu de nourriture. Et puis faire du stop aussi, un excellent moyen de rencontre ça. Les gens qui prennent un stop, moi j'ai vraiment dans l'idée que c'est des gens qui ont déjà le cœur ouvert, qui ont dépassé certaines peurs, qui font qu'ils sont dans l'accueil, ils sont dans la bienveillance. Et du coup ça a généré des rencontres assez fantastiques. Et moi j'essayais vraiment de proposer un échange. J'avais pas envie que ce soit de l'aumône, même si très honnêtement au début je pense que le premier mois ça ressemblait vraiment à « aidez-moi s'il vous plaît !» Mais très rapidement j'ai lâché beaucoup de peur en fait sur les premiers mois et j'ai vraiment réussi à rentrer dans une dynamique où je contactais les gens par le cœur. Et au final, ça m'est arrivé de passer plusieurs semaines sans même avoir à demander. Spontanément, il y a un échange qui se crée, où je donnais beaucoup de ma personne, je proposais des services, je faisais des massages, j'ai fait du jardinage, j'ai fait plein de choses. Et spontanément, les gens m'offraient à manger, ils me disaient bah, « Tiens, si tu veux, passe à la maison, ça serait chouette de t'avoir à dîner ce soir. » Ça a généré des rencontres absolument fabuleuses. Okay.
Et du coup, en dehors de dépasser tes peurs, qu'est-ce que ça t'amène aujourd'hui que tu peux entamer tous les jours où tu es revenu ici en France? Qu'est-ce que ça t'amène? Ça m'a amené quelque chose à laquelle j'avais pas pensé du tout au début, et après je me suis vraiment beaucoup amusé avec ça. C'était arriver à faire la distinction entre mon âme, on peut appeler ça l'esprit divin, certains pourraient appeler ça Dieu, l'intuition, et mon mental ou l'esprit physique, mon ego. Je me suis vraiment rendu compte qu'au début j'étais très dans mes peurs, donc là clairement c'est mon ego qui s'exprimait à fond, il laissait pas la place du tout à mon âme. Et petit à petit j'ai réussi à commencer à faire la distinction entre ce que me disait mon intuition et ce que me disait mon mental. Et le plus beau cadeau que j'ai reçu, je pense, pendant ce voyage, c'est justement d'arriver à faire la distinction entre ce que j'allais dire me dicte, mais c'est pas vraiment ça, c'est me suggère mon intuition et ce que je vais en faire avec mon mental. C'est-à-dire que mon mental, il va avoir tendance à réagir par rapport au passé. Il va réagir par rapport à toutes les peurs que je peux avoir encore. Si j'ai beau m'être dépassé, il y a encore un paquet de peurs. Et voilà, je sens que mon intuition, mon âme, elle est vraiment dans la justesse. Elle est pas dans les peurs. Elle me dit, fais ça. Et généralement, je sens que c'est juste. Et quand je suis cette intuition, ma vie, elle est d'une fluidité, d'une facilité que j'aurais jamais pu imaginer. Du moment que c'est mon mental qui parle, là, ça devient compliqué. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas amener des belles choses, mais j'ai vraiment appris à écouter et à faire confiance. Aux Philippines, par exemple, j'ai fait un mois complet où j'ai vraiment senti que j'étais pas dans la peur. Et je suis arrivé, je connaissais rien du pays, je me suis juste posé une question simple. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Et là, j'ai posé l'intention de rencontrer des guérisseurs philippins et de visiter des sites sacrés. Je connaissais rien de tout ça, et au final, en un mois de temps, j'ai visité les 3 sites sacrés simplement en faisant du stop et en discutant avec les gens. Et j'ai passé 15 jours complets auprès de guérisseurs. Et c'était d'une richesse incroyable et d'une fluidité totalement inattendue. Mon mental est encore assez régulièrement surpris de dire « Waouh, ça marche !» C'est génial. Et du coup, c'est presque une éducation du mental à dire bon, ok, je m'abandonne, je lâche prise et j'écoute mon intuition, j'écoute la vie. Je suis l'instrument de mon intuition en fait. Exactement. Ok, ouais. C'est un cadeau fantastique ça. Ta pire journée sur ton voyage? Ma pire journée? Ouais, une des pires, ça a été sur le démarrage en fait. C'est marrant parce que c'est à la fois une des pires et une des plus jouissives dans l'expérience. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Calais pour passer en Angleterre, j'ai rapidement réalisé qu'il faudrait prendre un bateau. Je m'étais dit, il y a 2 moyens, il y a les airs ou par la mer, ça peut être pas mal. Et pour monter sur le bateau gratuitement, le moyen que j'avais trouvé, c'était de faire du stop pour rentrer sur une voiture. Et en fait, on paye à la voiture. On ne paye pas au nombre de passagers dans la voiture. Du coup, je m'étais dit, ça coûte rien à la personne en face. Et elle me file juste un petit service. Et ça m'a pris 10 heures pour monter dans une voiture. Ça a été horrible. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrivait, j'essayais de l'aborder avec mon anglais absolument minable, dans la peur, dans la supplication, et je me prenais mes râteaux sur râteaux. C'est-à-dire qu'il y en a, ils me voyaient arriver, ils détournaient leur chemin, il y en a, ils me regardaient même pas, il y en a, ils me disaient non avant même que j'ai ouvert la bouche. Quand j'avais commencé à parler, c'était encore pire, parce qu'ils ne comprenaient même pas ce que je racontais. Et ça a été vraiment très challengeant. Et là, j'ai eu la chance, je pense que c'était par hasard, la vie a placé cette personne sur mon chemin, de rencontrer quelqu'un qui habitait à l'étranger. Il habitait à Hong Kong, si mon souvenir est bon, et qui était revenu en stop en Angleterre. C'est un Anglais, il a passé 9 mois à faire du stop depuis Hong Kong. Et en gros, ce garçon-là, il a fait 2 choses très importantes pour moi. Il a ouvert des cases comme quoi c'était possible de faire le tour du monde en stop.
Et en même temps, il a eu cette intelligence de pas me mâcher le travail. C'est-à-dire que lui, je l'ai vu en une demi-heure, il a trouvé quelqu'un qui pouvait le prendre dans son camion. Et manque de bol, il n'y avait pas la place pour 2 personnes. Donc il fallait que je me trouve une place en plus. Et plutôt que de me dire, bah attends, le prochain, je vais te trouver la place pour toi, il m'a coaché. Ok. C'est-à-dire qu'il me voyait faire, il se marrait. Et quand je remets, il me disait, moi, je me concentrerai sur un truc, j'aborderai ça comme ça. Hop, et j'y retournais. J'expérimentais, je me prenais un nouveau râteau, je recommençais. Et en fait, il m'a fait feedback, feedback, feedback. Et au bout de 10 heures, j'ai réussi. Et je m'enfonçais, mais grâce à son soutien et à tous les conseils qu'il m'a donnés, bah, j'ai pu, à un moment, j'ai transformé et j'ai rencontré une personne qui m'a dit, bah ouais, tu peux venir dans la voiture. Et là, c'était un moment de gratitude, mais colossal. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment possible. Si j'obtiens pas quelque chose pendant le voyage, c'est juste que j'ai pas demandé assez. Ou que j'ai pas trouvé la bonne façon de demander encore. Et ça m'a aidé énormément. Donc, du coup, aujourd'hui, tu es capable de recommencer jusqu'à se trouver le bon chemin. Je suis infatigable. Okay. Ouais. La seule chose qui est importante, c'est pour recommencer, c'est avoir la motivation. Et du coup, faut quand même avoir travaillé sur est-ce que c'est vraiment important pour moi. Si c'est mon mental qui a décidé de s'obstiner pour quelque chose qui n'est pas forcément juste, c'est rapidement la motivation et le chute. C'est d'accord. Ok, et ta plus belle journée du coup? S'il y en a une, parmi les plus belles. Bon, la première qui me revient en tête, c'était aux Philippines, où j'avais visité, donc j'étais auprès d'une guérisseuse qui m'a fait visiter un site sacré. Elle m'a raconté son histoire sur l'ascension de la montagne qui était juste à côté, et je me suis dit, waouh, ça c'est pour moi. Enfin, quand je me le suis dit, c'est mon intuition qui me l'a suggéré. Et c'était vraiment descendu très très fort. Je lui ai dit, écoute, là, j'y retourne demain et je me fais l'ascension. Donc elle me raconte, elle me dit, écoute, moi j'avais fait l'ascension en 3 jours avec un petit groupe et tu redescends 1 ou 2 jours, donc on te donnera de la nourriture pour que tu puisses faire l'ascension. Et au bout de 2 jours, tu prendras bien de l'eau parce que potentiellement, tu risques de manquer d'eau. Après les cascades, il n'y a plus d'eau sur le reste du chemin. Je dis, ok, ça marche. Demain matin, je viens. Ils m'ont fait une lettre de recommandation pour un guide pour qu'il m'accompagne au sommet. C'était assez rigolo, c'était ma première lettre de recommandation. Et quand je suis arrivé là-bas, le guide il était assez fermé, il me disait, moi tu sais, je peux pas t'accompagner là-haut, sur le village, là on a décidé, on ferme le site pour le moment, donc on n'accompagne personne. Et là j'avais quand même appris à communiquer, à m'adapter un petit peu dans mon discours. Donc pour moi l'intuition, Dieu, mon âme, c'est même paquet, je sais pas si c'est juste, mais en tout cas... Donc je lui ai dit, écoute, ils sont très croyants là-bas, je lui ai dit, écoute, Dieu m'a dit d'y aller, j'y vais. Tu m'accompagnes ou pas, tu fais ton choix, mais moi j'y vais de toute façon. J'avais une détermination incroyable. Donc il s'est retrouvé un peu embêté et il m'a accompagné sur 1 ou 2 heures. Après il m'a dit, moi je peux pas aller plus loin, donc tu continues. Et donc dans ma tête c'était 2 ou 3 jours d'ascension. Donc j'ai commencé à charger mes gourdes et puis là je me suis dit, non, on m'a parlé de manque d'eau. Là, je vais quand même discuter avec mon âme, avec Dieu. Je dis, bon, je veux pas de problème avec l'eau. Donc vous vous débrouillez, je veux aucun souci de ce côté-là. Et je suis parti. Et je sais pas par quoi j'étais porté, si c'était par ma foi que tout allait bien se passer, si c'était l'énergie du lieu, si c'était juste mon enthousiasme qui était rayonnant. Mais j'ai grimpé cette montagne avec une énergie qui était colossale, et il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y avait des lianes de partout, c'était dur, mon sac, j'ai cassé mon sac dedans tellement c'était compliqué de passer. Mais j'avançais, et le relief était fait de telle sorte que j'avais l'impression que j'allais être au sommet bientôt, mais en fait, j'y étais pas. Il y avait toujours un petit hop, on retourne. Et en fait, j'ai avancé avec une énergie colossale, sans quasiment jamais m'arrêter. Et je suis arrivé au sommet au bout du 1er jour. Ah ouais. Et quand je suis arrivé là-haut, déjà, j'étais épaté de la performance physique. Et j'ai eu un cadeau absolument fantastique. C'était un coucher de soleil, mais j'avais vraiment l'impression d'être au paradis. Okay. J'ai pris une photo, celle-là, c'est ma photo préférée. Ouais, quand je me reconnecte à ça, mais j'ai une gratitude sans borne. C'est magnifique.
Et le plus fou, c'est qu'arrivé là-haut, je me suis dit, bon, ça serait pas mal de boire un petit peu. Donc je prends ma gourde, hop, j'ouvre. Ah bah elle est pleine, bah, je vais utiliser celle que j'ai déjà ouverte. Je prends la deuxième gourde, elle est pleine. Et là j'ai dit, mais j'ai pas fait de pause, et en fait j'ai pas bu. Et j'ai monté, j'ai transpiré pendant 8 à 10 heures comme un dingue. Et j'avais pas bu d'eau. Je sais pas l'expliquer. Pour moi c'est de l'ordre du miracle ça. Et ça a été une des journées les plus puissantes, parce qu'aujourd'hui quand j'ai besoin de me reconnecter à la fois à la gratitude et encore plus à la certitude et l'enthousiasme qui sont, pour moi c'est les émotions les plus importantes pour trouver ma motivation, pour passer à l'action, etc. Cette journée-là, mais je me reconnecte à ça et tout de suite, je suis dans une certitude, je suis inarrêtable. Okay. Si tu as quelqu'un qui vient te demander des conseils par rapport à un voyage, c'est quoi les conseils que tu donnes? Par rapport à un voyage, un tour du monde. Bah, que ce soit pour un tour du monde ou pour un voyage plus court, pour des vacances, moi je travaillerais vraiment sur la notion d'intention. Quelles sont les intentions qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme expérience? Comment est-ce que tu as envie de ressortir de ce voyage? Est-ce que tu as envie d'être, je sais pas, plus généreux? Est-ce que tu as envie d'être plus aventurier, etc. Parce que du coup, l'intention qu'on va poser, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et toi, c'était quoi à l'issue de ton voyage? C'était quoi l'intention de base? Pour moi, l'intention de base, c'était de me découvrir et de faire face à mes peurs. Et oui, face à tes peurs. Bah ouais, j'avais le fantasme de me débarrasser de toutes mes peurs. Ok, c'est joli fantasme. Donc voilà, le fantasme il m'a bien porté quand même. Hein. Et donc j'ai lâché ce fantasme, par contre j'ai découvert qu'en fait j'étais capable de faire face à n'importe quelle peur. Okay. Et par exemple, il m'arrivait des choses assez challengeantes au niveau relationnel ces derniers mois. Et je me disais, ouais, j'ai fait face à des peurs au niveau argent, etc. Mais je pense pas avoir évolué sur la partie relationnelle. En fait, je me rends compte que tout le travail que j'ai fait sur mes peurs, de simplement oser les regarder, oser les affronter, ça m'a aidé aussi sur les peurs relationnelles. Okay. C'est plutôt cool. C'est carrément génial. Et moi, je me rappelle quand tu es parti sur ton site, ouais. tu avais fait un petit truc compétences. Ouais. Et alors aujourd'hui, du coup, est-ce que tu as fait le feedback des compétences, entre guillemets, que tu as acquis en plus ou que tu as augmenté? Oui, au fur et à mesure, en fait, je m'étais amusé à regarder sur quoi j'évoluais. Par exemple, la méditation. J'ai beaucoup évolué là-dessus. J'ai découvert notamment la méditation vipassana, et c'est vrai que j'ai quand même passé beaucoup de temps à méditer. Ça m'a fait un bien fou. Il y a d'autres choses sur lesquelles j'évoluais, mais sur lesquelles j'avais pas forcément posé d'attention. C'est plus en termes de certitude, de persévérance. Là, j'ai évolué beaucoup à ce niveau-là. Donc en fait, tu as créé de nouvelles compétences qui pourtant n'en étaient pas. Ouais, en fait, quand je mets compétences, c'est plus des qualités que j'ai développées. En fait, c'est plus là-dessus maintenant que je porte l'attention. Les compétences, c'est important de les développer. Mais en termes de qualité, par exemple, la responsabilité, c'est quelque chose qui n'était pas franchement développé et que j'ai développé énormément en fait. J'avais un ami chaman qui aimait bien nous dire que Dieu nous a offert le libre arbitre, mais que c'est comme un médaillon. Le libre arbitre est une face, et cette liberté, en fait, si tu regardes de l'autre côté, c'est la responsabilité. Et c'est impossible d'avoir l'un sans l'autre. Et moi qui ne me sentais pas libre dans ma vie, et en fait, il suffisait, entre guillemets, d'être plus responsable dans mes choix, de les assumer, et du coup, je me sens plus libre. Le voyage qui était... C'est vrai, c'est une forme de liberté, j'ai beaucoup de sensations de liberté, mais le voyage où on se sent libre sans se responsabiliser, ça n'apporte pas une réelle liberté sur le long terme, en fait. Voilà. Et du coup, cette responsabilité, entre guillemets, tu as vraiment repris dans ta vie tous les jours aujourd'hui, tu es revenu, c'est quoi? Ça donne quoi? C'est au niveau de ton rapport à l'humain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? En fait, tout simplement par rapport au challenge auquel je peux faire face. Là, en ce moment, j'ai décidé de lancer une activité, par exemple. Je sais que je suis 100% responsable de comment mon activité elle évolue.
oh, c'est la crise, tu comprends. Ça marche pas avec moi. Ça, je l'entends encore beaucoup de l'extérieur. Et pour être honnête, je le fais encore de temps en temps, mais alors à chaque fois que je l'entends, c'est oh, oh. Ouais, c'est marrant, toi. Attention, mon petit loup. Ouais, j'ai vraiment posé beaucoup de conscience là-dessus. Et du coup, je sais que si j'ai pas les résultats que je veux aujourd'hui encore, c'est que je suis pas la personne qui est prête à attirer ces résultats-là. Et du coup, je suis responsable de développer mes compétences, mes qualités d'être, pour devenir cette personne qui a les résultats qui lui se comptent. Ouais. Alors le Ben d'il y a 2 ans et le Ben d'aujourd'hui, tu le vois différemment ou pas? Ah ouais, c'est 2 personnes pas foncièrement différentes, mais il y a une évolution colossale. Ouais. Okay. Il y a vraiment une évolution colossale. Et c'est que le début. Ce qui est génial, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que le voyage pour évoluer aussi rapidement. Le voyage, c'est un facteur d'évolution qui est colossal pour moi. Parce que je sors de ma zone de confort, on parlait tout à l'heure de zone de confort. Pour moi, je suis hors des sentiers battus. J'ai pas l'habitude d'aller toquer chez les gens, j'ai pas l'habitude de faire du stop, enfin j'avais pas l'habitude. C'est rencontrer des cultures différentes, c'est rencontrer des façons de faire, des façons de penser différentes, c'est extrêmement enrichissant. Mais on peut très bien rester dans son cadre de vie et se créer des expériences très diverses également. Et on n'a pas besoin de déménager, on n'a pas besoin de faire le tour du monde, on n'a pas besoin de révolutionner sa vie pour avancer. Je suis d'accord sur ce coup-là. Ça n'empêche pas que je vais continuer à voyager, mais ça, c'est pas parce que mon mental me dit qu'il faut avancer, c'est que mon âme m'invite à le faire. À découvrir d'autres choses, d'autres cultures. Et par rapport au stop, tu as fait dans plusieurs pays, est-ce que tu trouves qu'il y a des continents ou des pays où c'est plus facile que d'autres, du coup, puisque ton expérience ayant évolué dans le temps, ça va être plus facile, peut-être sur certains pays que sur d'autres, ou pas? Oui, en fait, moi je vois 2 facteurs. Il y a le facteur externe et le facteur interne. Le facteur interne, je dirais, c'est si je suis rayonnant, si je vibre l'enthousiasme, si j'ai un gros smile, si je suis dans la certitude que les gens vont s'arrêter, il y a plein de gens qui s'arrêtent et qui me disent j'ai jamais pris quelqu'un, j'ai jamais pris un autostoppeur, d'habitude j'ai peur. Et là je sais pas pourquoi, je le sens bien. Et je pense qu'en Angleterre, j'ai bien galéré, c'était surtout parce que j'étais beaucoup dans mes peurs. C'est vrai que les Anglais eux-mêmes sont beaucoup dans leurs peurs et que le stop, par exemple, en Angleterre, c'était pas évident. Je pense que j'avais une grosse part de responsabilité là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a des pays où le stop, ça a été juste impressionnant. Moi, j'ai énormément de gratitude, par exemple, pour la Nouvelle-Zélande. Si je devais choisir un pays pour dire aller faire du stop là-bas, c'est la Nouvelle-Zélande. Généralement, sur une grosse ville, c'est très difficile pour moi d'en sortir. J'avais remarqué ça. À Auckland, 5 millions de personnes, j'ai attendu 40 secondes le premier coup et 2 minutes le deuxième. Ouais. Et je me souviens d'ailleurs, la deuxième fois, c'est une dame de à peu près 70 ans qui s'est arrêtée en me disant « Écoutez, je suis désolé, mais c'est pas très confortable pour moi de prendre un autostoppeur quand on est une femme seule. » Et je voulais rigoler en disant « Vous savez, c'est pas très confortable de faire du stop quand on est un homme seul, mais on s'y fait. » Et du coup, elle a rigolé, elle m'a invité dans sa voiture, et en plus, elle m'a invité chez elle. C'est dire les la barrières. fameuse maison voilà. Sur la plage. Ah, c'était une autre encore. Ah, c'était encore une autre, ok. La Nouvelle-Zélande, c'est plutôt pas mal du coup. Ouais, les Nouveaux-Zélandais sont assez exceptionnels. Ouais. J'adore ce pays. J'adore ce pays. C'est un pays où il y a une énergie de paix qui est colossale. En France, on a pas mal de parcs nationaux, je trouve. Mais c'est des parcs nationaux au milieu des villes et des villages. Là-bas, ils ont des villes et des villages au milieu des parcs nationaux. C'est une terre qui est empreinte d'une énergie, l'énergie de la nature tout simplement. Il y a très peu d'histoires de guerre. Et ça se sent, dès que je suis arrivé en avion, en fait, j'ai senti cette paix qui rayonnait sur tout le pays. Et les Nouveaux-Zélandais, ils sont nourris très profondément par cette nature et du coup ils ont quelque chose à échanger. Enfin, c'est comme ça que moi je l'interprète. Ouais, tu l'as vécu quoi. Ouais. Okay. Ils ont le cœur grand ouvert. Et en plus le fait d'être vraiment très très loin de tout le monde,
Si tu regardes, il faut prendre 3 heures d'avion pour aller en Australie et après c'est du 5, 6, 7 heures pour aller ailleurs. Ils sont vraiment isolés. Du coup, ils sont pas dans la peur d'être attaqués. Ça, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Avant que quelqu'un vienne attaquer la Nouvelle-Zélande, on est peinard. Ça coûterait énormément cher d'aller faire la guerre. Et en plus, on n'a rien à nous piquer. Nous, on a des moutons et des prairies. Voilà. Des arbres, des feuilles. C'est ça. Du coup, ils se sentent en sécurité. Et étant relativement isolés, quand tu as quelqu'un qui vient de l'extérieur, ils sont super heureux de le découvrir et de l'accueillir chez eux. J'ai eu des rencontres absolument fabuleuses. Et alors, on va revenir sur le stop, ce que je trouve intéressant, c'est ce que ça provoque chez les autres quand on parle. Parce qu'on a un exemple il y a quelques jours. Ouais. Donc tu as parlé du stop et quelqu'un qui prenait justement jamais de personne en stop a dépassé sa peur en prenant quelqu'un en stop. C'est assez génial, ouais. Donc, du coup, je pense que quand tu parles de ton voyage, il y a peut-être d'autres choses aussi que tu fais travailler à l'autre par effet miroir et en dehors du stop. Enfin, peut-être qu'en dehors du stop, il y a peut-être d'autres exemples que tu as en tête. Bah, moi, j'ai décidé de challenger mes croyances. Parce que je me suis rendu compte que il y a des croyances qui peuvent être positives pour moi et il y en a un bon paquet qui sont plutôt limitantes aujourd'hui. Et donc j'ai goût de challenger ces croyances limitantes et de les transformer en des croyances qui vont être plutôt favorables. Et en faisant du stop, et pas que d'ailleurs, hein, le simple fait de discuter avec les gens dans cette énergie de challenge de mes croyances, je me suis rendu compte que quasiment tous les jours j'ai challengé des gens sur leurs croyances. Ok. En Asie par exemple, c'était hilarant, c'était quasi quotidien de rencontrer des jeunes surtout qui me disaient « Ah, pour vous les occidentaux c'est plus facile de voyager, c'est plus facile de vivre vos rêves, c'est plus facile de passer à l'action, vous avez moins de pression au niveau familial. » Voilà, tout un tas de croyances qui font qu'ils s'interdisent de vivre leurs rêves. J'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient voyager entre autres, mais pas que, il y en a que j'ai aidé entre guillemets, j'ai ouvert quelques cases je pense, par rapport à des créations d'entreprises, etc. Mais des gens qui me disent « Ah bah, pour moi c'est pas possible » et de voir quelqu'un qui est en train de faire ce que l'autre considère comme impossible, ça ouvre des cases. Ouais. Okay. Et je dirais aujourd'hui, ton nouveau challenge en dehors de tes croyances, quelle est la croyance qui te challenge le plus aujourd'hui? Tu as envie de switcher un peu? Aujourd'hui j'ai des croyances au niveau de l'argent. Okay. Des croyances au niveau de l'argent qui font qu'aujourd'hui je n'en attire pas autant que j'aimerais. Alors que j'ai pris conscience que l'argent c'était un outil formidable. Pendant très longtemps je considérais que l'argent c'était sale. Et je pense qu'encore aujourd'hui j'ai un travail à faire. C'est vraiment, je pense qu'on, surtout dans notre société, celui qui a de l'argent, c'est celui qui a fait le mal. Si tu fais le bien, il faut surtout pas avoir de rétribution. Ça, c'est le prêtre, c'est le moins bien payé. Le prof, il n'est pas très bien payé non plus. Le pompier non plus. Ah, voilà, exactement. Voilà. L'avocat, par contre, ça va mieux, quoi. Ouais, bah, il a peut-être bien travaillé ses croyances. Mais justement, voilà, c'est celui qui veut faire du bien pour autrui, pour la société, pour l'environnement. Gagner de l'argent avec ça, c'est juste pas possible. Il y a des fils qui se touchent dans la tête. C'est la phrase que j'aime, c'est mal. C'est ça. Intérieurement, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Exactement. Et donc là, j'ai envie de rétablir une croyance plus juste autour de l'argent. Okay. Et là, pendant 2 ans, je me suis challengé sur est-ce que je peux survivre sans argent? Et clairement, je me suis rendu compte que oui. Du coup, ça m'a vachement aidé. Je sais que je peux lancer mon entreprise et me viander. C'est pas grave. Je serai toujours vivant le lendemain. Dormir dans la rue, c'est pas grave. Manquer d'argent, de nourriture, c'est pas grave. J'arriverai toujours à avoir un support. Bah ouais, mais du coup, c'est solide du coup pour toi. C'est libérateur. Malgré tout, j'ai toujours pas l'argent qui arrive. Donc, il y a des croyances à dépasser et vraiment un travail d'acceptation de l'argent et plus que de l'acceptation, de pouvoir le dire et de l'assumer pleinement que j'aime l'argent, que j'aime qu'on sache que j'ai de l'argent et que cet argent, c'est pas juste pour gagner de l'argent, mais c'est pour moi me sentir bien, être avec suffisamment de sécurité pour avoir le cœur ouvert facilement et avec tout cet argent, pouvoir aider l'autre et aider encore plus de personnes.
Et en renversant ces croyances, c'est sûr que l'argent, il va rentrer plus facilement. Et c'est pas rentrer pour l'amasser, c'est rentrer pour le faire circuler. Pour moi, c'est ça la vraie notion d'abondance, c'est pas avoir un max de zéro sur mon compte bancaire, c'est avoir un maximum d'échanges. Parce que j'ai déjà travaillé en voyage au final. La fluidité, quoi. Voilà. J'avais beaucoup de mal à recevoir. Là, j'ai appris à recevoir, à donner. Et le mouvement, quoi. Voilà. Entrer dans le mouvement de la vie. Pendant 2 ans, ça a été un mouvement perpétuel. C'était génial. Génial. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi? Là, le premier mot qui me vient, c'est les peurs. Donc le message tournera autour des peurs, j'ai envie de dire. S'il y a une peur qui est identifiée, ça vaut le coup de la décortiquer, de ne pas la rejeter, mais déjà commencer au niveau mental, d'accepter que, ok, il y a une peur qui est là, on va la regarder, et regarder si c'est vraiment en lien avec des notions de survie. Je donne un exemple un peu bêta, si on se retrouve face à un ours ou à un lion, bon là la peur elle est justifiée, la vraie survie de l'être, bon, c'est du concret là, faut décarrer. Par contre, il y a énormément de croyances qui sont infondées. Par exemple, on va prendre un autre exemple, la timidité. Moi, j'étais très timide. Et en fait, si je creuse un petit peu, la timidité, c'est une boussole fantastique. Quand je me sens timide, c'est que la personne, elle est importante pour moi. C'est que la communication, elle est importante pour moi. Et du coup, regarder cette timidité et réussir à même trouver de la gratitude pour elle, parce que finalement, elle me dit « Hey, cette personne, elle est importante pour moi », ça change complètement la relation face à la peur. Et du coup, si j'en ai peur, c'est que c'est important. Et du coup, c'est là que je dois aller. Moi, j'avais tendance à dire peur ici, je pars là-bas. Et de plus en plus, je regarde là où. Où il y a peur. Ouais, là où ma peur, elle me dit d'aller. Okay. Tu vois, j'ai peur de. Aujourd'hui, j'ai peur de faire du coaching. Ok. Je peux avoir peur d'avoir de l'argent, etc. C'est par là. Et c'est par là qu'il faut que j'aille. Ok. Clairement. C'est plutôt sympa comme message. Alors, allez là où vous avez peur. Ouais. Du moment que c'est pas de l'ordre de la survie, a priori c'est là où vous allez avoir le plus de cadeaux en fait. Cool, merci. Ouais. Je t'en prie.